Et l'erreur historique de Mme von der Leyen, c'est de considérer qu'un jour, on peut décréter un marché bio à 25%. Et donc, on a été montré à des centaines de milliers d'agriculteurs européens un marché qui n'existait que dans la tête de cette majorité européenne qui voulait l'avoir. On ne décrète pas un marché, sauf à vouloir amener des centaines de milliers d'agriculteurs dans un sens interdit. C'est quoi le Mercosur? C'est quoi l'œuf ukrainien? Est-ce que le Mercosur, c'est un effet de manche qui va encore plus appauvrir nos agriculteurs sous des prétextes de faire baisser les prix? Incontestablement oui, parce que si on doit comprendre le Mercosur, il faut penser à quoi on parle. En gros, moi on m'a dit, et des journalistes me disent des fois, M. Mével, mais c'est 99 000 tonnes seulement de viande bovine. Et ils me disent, finalement c'est pas beaucoup. Mais comme je leur dis, vous méconnaissez l'équation physique de la bête. Ce qui va rentrer, c'est des aloyaux, c'est-à-dire la partie noble de la bête. Et donc, quand on repense à ce que sont les aloyaux sur une bête, c'est 15% de la bête. C'est donc, finalement, non pas 1,2% de la production européenne qui va rentrer, mais c'est bien plus que ça. Et ces aloyaux venus, effectivement, des pays du Mercosur, vont venir concurrencer les appels d'offres publics en Europe. Et donc cette viande de mauvaise qualité, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement, parce que là... Tu l'as goûté? Alors je l'ai goûté 2 fois, et en fait, ce qui est étonnant, c'est de penser que, dans le fond, cette viande-là, elle est vendue pas cher, mais on ne la voit pas. Et heureusement qu'on ne la voit pas, parce qu'elle n'est pas belle à voir. Elle n'est pas belle à voir parce que c'est la viande de feedlot, c'est-à-dire elle a été faite avec des hormones de croissance dans le cadre, on va dire, d'élevage concentrationnaire. Et donc ces élevages concentrationnaires avec des animaux à l'hectare, nous, il faut bien penser en France, que quand on me dit des fois que l'élevage est intensif en France, quand je vois qu'on est à 2 animaux et demi, 3 animaux par hectare, là, ça n'a rien à voir. On est sur des 400 animaux à l'hectare, 500 parfois. C'est-à-dire que les animaux n'ont rien, et on voit bien, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a rien. Donc ils sont nourris, effectivement, là, directement, avec du produit aussi industriel, hein, bien souvent, ce genre industriel ou autre. Et à partir de là, derrière, évidemment, quand on est concentrationnaire en volaille, quand on est concentrationnaire en bovin, qu'est-ce qui se passe? Les animaux tombent malades, et il faut les traiter avec des antibiotiques, et il faut les faire grossir. Et au bout du compte, aujourd'hui, dans le Mercosur, c'est 99 000 tonnes de bovins, mais c'est la même chose avec les 200 000 tonnes de volaille. Une volaille, c'est 4 pièces, il y a 2 filets, 2 cuisses. Il y a le solilès. Voilà, le solilès. Mais celui-là, derrière, bon, il est plus compliqué à faire venir comme ça. Par contre, on va voir les filets de volaille. Et 200 000 tonnes de volaille en filet, là aussi, ça va déséquilibrer les choses. Et qui va manger ça? Tous ceux qui consomment des plats préparés. Évidemment, ce n'est pas, je dirais, le consommateur qui va, c'est son artisan boucher, ou même en grande distribution, qui va manger ça. Ce sera dans ce qu'on appelle nous le food service, c'est-à-dire ce sera dans les plats préparés, du hachis parmentier ou des choses pas chères, produits pas chers, du produit premier prix, évidemment. Et donc, c'est bien dommage, parce que ce sont encore les plus faibles qui vont payer la note. Du côté politicien, je te donne la parole tout de suite après Anthony, du côté politicien, c'est vachement bien. On va donner aux gueux sa pitance. Oui. Sous couvert accord des prix bas. Parce qu'évidemment, notre Europe libre-échangiste, parce que le Mercosur, j'ai un grand paysan que je connais beaucoup, qui s'appelle Jean-Pierre, c'est l'ancien président de la FNB, Jean-Pierre Fleury. Jean-Pierre me dit souvent, finalement, voilà, regarde ce que fait la marchande de bagnoles allemande. Parce que la vérité... Vous parlez d'Ursula? Voilà. C'est que la vérité, c'est que Madame von der Leyen, depuis 2019, où elle est aux affaires... Avant, elle faisait quoi? Alors avant... Elle était ministre de la Défense, non? Elle s'est fait virer, non? Oui, elle a travaillé dans différents gouvernements allemands. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, dans le fond, depuis 2019, elle a organisé un Green Deal. Un Green Deal dans lequel... Français, c'est quoi? Alors, c'est un accord vert, parce que la Commission européenne se veut verte. Mais évidemment, les premiers à payer la note, ce sont nos agriculteurs.
Et donc, en voulant faire payer la note à nos agriculteurs, eh ben, elle a désigné tout un système qu'on a appelé farm to fork, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette. Le seul problème, c'est que Mme von der Leyen ne s'intéresse pas beaucoup à l'alimentaire, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est la fourchette qui commande, et que donc c'est la fourchette qui mange ce qu'elle souhaite manger, et que donc Ce qu'elle peut manger. Ce qu'elle peut manger. Et l'erreur historique de Mme von der Leyen et de ceux qui, comme elle, font commerce de la crédulité finalement des citoyens, à traduire leurs envies politiques en fait de marché, c'est de considérer qu'un jour, on peut décréter un marché bio à 25%. Imaginons, 25% de la surface agricole utile en bio. La bio aujourd'hui ne pèse que 6-7% de part d'estomac dans l'alimentaire. Et donc on a été montré à des centaines de milliers d'agriculteurs européens un marché qui n'existait que dans la tête de cette majorité européenne qui voulait l'avoir. On ne décrète pas un marché, sauf à vouloir amener des centaines de milliers d'agriculteurs dans un sens interdit. Et quand je vois les conversions aujourd'hui de certains qui reviennent vers le conventionnel parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, on peut se poser effectivement la question de cette Commission européenne qui, depuis 2019, poursuit toujours un but, mais qui va être, dans le fond, d'être hors sol et très libre-échangiste. C'est-à-dire que c'est un libre-échangisme échevelé, comme si le terme protectionniste était devenu un gros mot. Mais je suis désolé, il y avait un vieil économiste du 19e siècle qui disait toujours « le protectionnisme n'est pas un gros mot, mais quand vous protégez, vous investissez 2 fois plus pour pouvoir lever les barrières protectionnistes. » Mais protéger, quand on veut élever, eh ben c'est quelque chose de naturel. Or, ce n'est plus le cas en Europe. Et il est temps que ça le redevienne. Derrière, effectivement, quand vous laissez les distributeurs, mais pas que les acheteurs de la grande distribution, les acheteurs de la restauration hors foyer aussi, quand vous laissez effectivement... Les cantines aussi ? Bien sûr, les dogmes du prix bas, ça fait beaucoup pour le socle agricole et le socle alimentaire. Le libre-échange, les produits de partout qui rentrent à moindre prix, à moindre coût, avec finalement derrière une socialisation qui est moins forte. Et on sait très bien que le SMIC en France à 1 460 €, ce n'est pas la même histoire que ce qu'on peut trouver aujourd'hui au Maroc ou ailleurs, mais même en Espagne, et même au Portugal où il est à 600 €, je crois. Donc on n'a pas les mêmes conditions sociales. Mais on a voulu faire cet espace uni. Et cet espace uni marche très bien dans les services parce que les produits ne sont pas comparables. Mais moi, 1 kilo de porc breton, quand il part à l'export, il est très comparable au kilo de porc allemand. Et donc, cette Europe aboutit à jeter des bassins de production les uns contre les autres avec effectivement nos agriculteurs qui vivent avec des coûts sociaux français et des normes qui leur sont imposées très dures, surtransposées. On ne peut pas s'étonner qu'effectivement ça n'aille pas. Attends, Anthony, je le travaille encore 2 minutes parce que je le sens bien chaud. Travaille. Je te redonne la parole tout de suite après. Olivier, là on est dans un contexte de guerre, guerre énergétique, donc guerre calorifique, donc in fine guerre dans les assiettes. On a le détroit d'Ormuz pour les engrais, ça commence à être un petit peu constipé de ce côté-là. On est fâché avec Popov Ier en Russie, Vladimir il est un peu fâché. Il produit aussi beaucoup d'engrais. On va avoir des perturbations de chaînes logistiques pour nos cultures, donc pour aussi notre alimentation. Comment, toi, tu sens les choses en termes d'anticipation du gouvernement sur ces perturbations qui vont se traduire in fine dans les assiettes? Tu les sens, parce qu'il y a une scène dans le film où ils vont voir un ministre, tu les sens réfléchis, tu les sens stables sur leurs appuis, ou tu les vois signer le Mercosur rapidos parce qu'ils savent qu'on va avoir des perturbations du prix alimentaire et qu'ils sont prêts à sacrifier nos agriculteurs parce qu'ils ont la solution plan B du Mercosur qui va arriver, même avec un coût énergétique de transport plus cher. Ça sera toujours moins cher que chez nous. Est-ce qu'ils utilisent les agriculteurs d'autres pays pour artificiellement maintenir la population sédatée avec des prix bas? En partie, oui. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que
le Mercosur est une chose, mais Hormuz en est une autre. On appelle ça, nous, un choc exogène. C'est-à-dire que c'est un choc qui n'était pas prévu. C'est le signe noir. Et ce signe noir, il arrive là, à un moment donné où on est dans un état de tension pas possible. Parce que je rappelle quand même que nous avons aujourd'hui une dette qui est importante. Et donc, c'est à 3 300 milliards. On est dans une situation où on a aussi, à côté de un taux d'endettement important, mais on a aussi un taux de prélèvement obligatoire qui est très important. On est champion d'Europe avec 56% de prélèvement obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'aujourd'hui, on évolue dans un état prévaricateur vis-à-vis de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que là, il y a un choc énergétique qui va jeter effectivement un surplus d'inflation, comme je l'ai dit. Ce surplus d'inflation va immédiatement mettre à terre un certain nombre d'entreprises. Je pense notamment à nos amis restaurateurs, parce que déjà aujourd'hui, on va dire que dans ce pays, je pense aux 430 000 restaurants, et je pense déjà, il n'y a pas grand monde qui mange assis en ce moment en France, il va y avoir encore moins, parce que les Français sont en train de s'arrêter là de consommer, parce que la situation, quand on sera aux 5 semaines, on aura les premiers résultats. Et donc dans ces résultats, on va sans doute voir que ça y est, l'inflation est repartie et il est du devoir effectivement de ceux qui nous gouvernent de gérer notre sécurité alimentaire et là d'anticiper avec tout de suite des plans de filière. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que ouvrir Hormuz reste fermé. De toute façon, c'est le plus grand choc énergétique que l'on ait connu depuis la guerre du Kippour et 73 qui est en train d'arriver. Et donc, je vous rappelle qu'en 2008, l'inflation, les étiquettes n'avaient décollé que de 2,8% en 2008. On a vu que là, en 2022, c'était 25% sur l'alimentaire. Hormuz reste bloqué. Alors, quelque part, ça va être 25 à 30 points. Et là, on ne passera pas. On ne passera pas sur ces prix-là. Et donc, je rappelle aussi que les Restos du Cœur, c'est 180 millions de repas, mais 50% des repas sont servis à des gens qui ont moins de 35 ans dans ce pays. Et donc, il y a une sécurité alimentaire. Et il convient que le président de la République ne s'en défausse pas, qu'il considère qu'aujourd'hui, ces plans alimentaires doivent être imaginés parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer aujourd'hui du point de vue inflationniste.